house. Don't. If you are thinking of opening this door, don't. If you are thinking of checking out the basement, don't look behind. Don't look in there. Don't look up. Don't look anywhere. Vous allez pas me dire que dans un monde où on envoie juste des robots tueurs géants massacrer les mutants, on pourrait pas considérer, éventuellement, que le recours à des formes de violence soit envisageable. La violence en politique, sa légitimité et sa justesse s'évaluent à sa cause. Si demain, des gens commettaient des violences contre le régime de Bachar el-Assad, et qu'il y avait comme ça des perturbations dans la rue, des gens qui casseraient des vitrines, qui casseraient... Je suis sûr que tous ici, on dirait, mais c'est normal, leur cause est juste. Bachar el-Assad est tellement un dictateur dégueulasse que cette violence est légitime. Donc en fait, l'évaluation de la violence et de la pertinence de la violence en politique doit être toujours articulée à la cause pour laquelle on se met à perpétrer ce genre de violence. Avec toujours ce bon vieux cliché de si tu emploies la violence, tu es comme eux, tu ne vaux pas mieux que ce que tu combats. You want to see us become just like the people you hate so much. You have become them. Genre, tu veux utiliser la violence pour arrêter des gens qui visent l'épuration ethnique. I think there's blame on both sides. You also had people that were very fine people on both sides. Alors par contre, quand c'est les gentils qui ont recours à la violence, là non, c'est pas pareil. C'est une violence légitime, contre les méchants. Et une violence considérée comme légitime, c'est même plus perçu comme une violence. Eric, la violence ne résout rien, tu dois entendre raison. I'm Charles Xavier. Would you like some breakfast? Bref, je te la fais courte, ils me disent que je suis le mec idéal pour cette putain de mission. Du coup, je fais mes affaires, je fais un câlin à mon fils, Timothée Chalamet, je sais pas pourquoi, je décolle, je m'évanouis, je vois que la Terre n'est pas plate. Là, le mec il me dit... Contrairement à vous, c'est mon premier vol spatial. Je crois vraiment que vous vous trompez de personne. En fait, la vraie histoire, c'est qu'il y a Thomas Pesquet qui s'est fait enlever par les aliens. Pour la bonne et simple raison qu'ils adorent la brioche. Et comme ils sont des clics-kicks, ils ont compris Thomas Pesquet. On doit le retrouver. Et là, on arrive sur une planète de glace. Il y a un module. On rentre dedans, il y a un truc de cryogénisation. On l'ouvre, hop, et qui en sort ? Thomas Pesquet, Matt Damon. Et là, je sais pas pourquoi, il chiale dans mes bras. Pleure pas, petite sirène. Je leur raconte le Dell, cherchons Thomas Pesquet. Et là, il me dit que Thomas Pesquet, il est pas là. Il me dit qu'il est sur une autre planète, dans une autre galaxie, hyper loin. Comme par hasard! Et il est pas là, c'est pas la peine de m'agresser. Mais il est hyper loin, donc il faut qu'on se cryogénise pour dormir pendant le vol. Pendant que je dormirai, tu me feras pas le truc avec les fourmis, Je peux rien te garantir. Du coup, je préfère pas dormir, alors pour aller plus vite, je prends les commandes. Oui, on passe en vitesse lumière. Comme j'y connais rien, je loupe la sortie, évidemment. Et merde. Et je sens bien que j'ai fait une connerie, parce que là, mon rêve, il devient de plus en plus compliqué, mon gars. Le temps est relatif, ok ? Putain, je t'ai juste demandé quelle heure il était, merde. Et là, je me rends compte qu'il m'avait confondu avec un autre mec qui avait le même nom que moi, mais qui était astrologue ou je sais pas quoi. Attendez, vous êtes bien Lee Cooper, l'astrophysicien. C'est bien Cooper, mais mon prénom c'est Michel. Je suis podologue dans le 9e arrondissement, c'est ce que je vous dis depuis le début. Docteur des pieds. Nous sommes perdus. You come down the steps at Piccadilly, and if you're lucky enough to be able to afford a taxi, you get in the back of one. And the taxi driver, usually a man but not always, says, "Where are you going to, love?" And I feel I'm home. Where grown men call strangers love. I think if we all did that, it'd be a rather better place, wouldn't it? And when people have got problems with gender and pronouns and so on, love covers everything, really. Just call everyone love. That's why I chose love. That's so so simple, because I wasn't expecting that, and you do get it. You do get it. You get regional differences in Nottingham. People call each other Chuck and so on. Those terms of endearment. But as you say, to call someone love, because I've noticed it in our rehearsal room here. Everyone calls each other love, and I just thought, oh, that's an actory, theatre-y thing. But as you say, it just takes away everything, doesn't it, and replaces it with something better. People mock actors because we
sometimes call each other darling. That's usually because we can't remember each other's names. But it's more than that. It's a genuine, affectionate word, and love's the same thing. I grew up amongst steel workers, hard men with, and they all said, "All right, love, how you doing, love?" And you're right. It goes straight in, cuts past everything. I mean, comrade would do, a nice, or brother, or son, or whatever, or man, yeah, mate, yeah. These are all good words, but love, oh, yeah. Oh, is that going to be the start of our? That's the start of our relationship. Yeah. I don't think we can go far wrong, can we? Donc là, on est en 72, quelques mois avant l'arrivée de Georges Marchais à la tête du PCF, 10 ans avant les affaires de Montigny, la drogue, les bulldozers, et puis 4 ans après mai 68. Et le parti est encore tenu par des vieux bonhommes, des hommes d'un autre temps. C'est vrai que ça a été super compliqué pour eux, mai 68. Aujourd'hui, ils s'en réclament un peu, mais à l'époque, pour eux, c'était un truc de petits bourgeois. Ça les intéressait pas vraiment, toutes ces évolutions sociales. La libération des homosexuels, les nouveaux combats féministes, les envies de liberté et d'émancipation de la jeunesse. Alors, naturellement, il y a une partie de la jeunesse communiste qui s'était intéressée à ces combats. Sauf que ça plaisait pas à la direction. Et qui c'est qui s'est occupé de mater les jeunes contestataires? C'est ce bon Georges Marchais, qui était secrétaire à l'organisation. Il a tout simplement exclu du parti les jeunes qui voulaient suivre de trop près les 68ards. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, parmi ceux qui se sont fait virer à l'époque de l'Union des étudiants communistes, il y avait Alain Krivine. Alain Krivine qui après va fonder la Ligue communiste, puis la Ligue communiste révolutionnaire, il sera candidat à la présidentielle, et puis ensuite ça va donner le NPA, tout ça, voilà. Et pouf, ça fait Philippe Poutou. Attends, mais toi t'étais à la LCR? Oui. Du coup, ça veut dire que sans Georges Marchais, tu serais pas là aujourd'hui? Oui, on peut voir ça comme ça, oui. Pour le PCF, seule la classe ouvrière comptait. Les étudiants étaient donc des privilégiés et leurs revendications de dégénérés étaient des revendications bourgeoises, éloignées des préoccupations des vrais travailleurs. Tiens, mais ça vous dit pas un truc, cette rhétorique? Comme quoi les nouvelles luttes, c'est des trucs de jeunes de centre-ville, privilégiés, bourgeois, tout ce que vous voulez. En tout cas, un truc de gens éloignés des réalités des ouvriers. Eh ben aujourd'hui, on crierait au wokisme. Hein, y a toujours eu, en 68, c'était pareil en fait. Il y a toujours eu des vieux cons pour trouver que les luttes des jeunes cons, c'était des luttes de débiles. Voilà, bon, sauf qu'à l'époque, les vieux cons au PCF, ils étaient aux manettes. Par exemple, sur les questions féministes, Marchais, c'est pas le MLF. Alors la libération des femmes, ok, jusqu'au moment où il faut décider qui fait les valises. J'ai dit à ma femme, François Mitterrand a décidé d'abandonner le programme commun de la gauche, fais les valises, on rentre à Paris. Donc la femme communiste, elle peut travailler, elle peut faire des études, elle peut même aller mourir à la guerre. Mais pour ce qui est du partage des tâches à la maison... Il y avait une répartition des tâches dans le départ en vacances. Et dans le départ en vacances, Georges, il regardait le gaz, l'électricité, si le garage il était fermé. Et puis, comme partout, et comme chez moi, et comme je le faisais, Liliane, elle faisait la valise. Et là encore, la rupture, c'est 68, parce que c'est en 68 et dans les années 70 que les féministes vont imposer l'idée que tout est politique, y compris l'intime, y compris le privé, y compris quels sont les rôles de qui fait quoi pendant qu'on prépare les vacances. Et là aussi, le PCF et Georges Marchais sont passés complètement à côté de cette évolution. Ils ont pas compris le changement, ils ont pas compris que c'était un progrès, en fait. La première fois que j'ai vu, je me suis dit non mais c'est pas possible, c'est n'importe quoi. Alors peut-être parce qu'on a tellement été gavés de la façon dont ils pensent les films d'action aujourd'hui et tout ça. Puis je sais pas, je me suis rematé. Puis j'ai trouvé ça rigolo. Je me suis remis en mode de l'époque où je me tapais, tu vois, des DTV, mais vraiment les séries Z et les séries B. Et sur ce registre-là, il fait finalement son job parce que il est ouvertement ridicule. C'est-à-dire qu'il pousse son côté kitschos jusqu'au bout. Moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment ce syndicat de vampires. Et la première fois que Jamie Foxx, qui a été éjecté parce qu'il faisait n'importe quoi, qui vient redemander l'aide du syndicat des vampires, et tu tombes sur le chef et le mec, il a la coupe des footballeurs des années 80 avec un truc. C'est-à-dire que c'est tu sais, ils ont essayé de faire un espèce de mix de tout ce qui pouvait être le plus de mauvais goût possible. Quand je te parle d'un nana, moi, ça me fait rire. Parce qu'ils essayent de faire un drama familial, parce qu'il est séparé avec sa meuf, et il n'est pas assez responsable pour s'occuper de sa ch'tique d'enfant, et c'est pour ça qu'il va devoir tuer des vampires, pour trouver de la thune, pour qu'elle puisse payer son école, et qu'il évite que sa femme se barre en Floride. Et la meuf, je veux dire, elle est pas en train de faire le ménage, elle est en train de faire du bricolage, mais alors, elle est en body moulant. Enfin, t'as que des trucs mais régressifs qu'on trouvait dans les films des années 80. Je veux dire, les nanas, elles sont là, c'est des pots de fleurs dans le film. Ce qui compte, c'est Jamie Foxx en mode badass qui fait des blagues sur moi j'ai des grosses couilles et son espèce de tétard à côté qui lui évidemment n'en a aucune. Et toi tu te dis mais c'est hallucinant en fait. Et c'est que de la caricature. Alors ils te mettent une meuf méchante, mais t'aurais mis Lance Henriksen à la place, c'était la même quoi, tu vois. Donc voilà, donc c'est débile, c'est pas défendable. Mais le top,
c'est que nos chorégraphes en chef, qui ont placé à la réal Gigi Perry ou JJ Perry, un de leurs potes cascadeurs, ne cachent plus leur nostalgie du film de Yakayo Old School, dont je suis bien sûr une cible privilégiée. Ambiance West Side dans ce Los Angeles dopé au filtre orange, soundtrack à base de Dre ou Old Dirty Bastard version 30 ans d'âge, Snoop Dogg qui débarque en mode cowboy en shootant avec une mitrailleuse qu'il appelle la Grosse Bertha, sale tronche de second couteau en mode Buffland comme Peter Stormer, Eric Lange ou Scott Atkins, et héros en chemise hawaïenne qui te balance des punchlines. Putain, tout ça sans la revendication assumée du trip bovin façon 90s, et ça fait plaisir. D'autant qu'au milieu de ce fatras kitschos, la seule actualisation vient de baston pour le coup fondarde, rare moment d'ailleurs où la caméra tente autre chose que de l'illustration servile, à base de vampires contorsionnistes sortis du Cirque du Soleil qui s'en prennent plein la gueule en se faisant démembrer, décapiter, exploser au shotgun, mais surtout littéralement plier en deux. You are an old man who thinks in terms of nations and peoples. There are no nations. There are no peoples. There are no Russians. There are no Arabs. There are no third worlds. There is no West. There is only one holistic system of systems. One vast and immane, interwoven, interacting, multivariate, multinational dominion of dollars. Petrodollars, electrodollars, multi-dollars, Reichmarks, Rins, rubles, pounds, and shekels. It is the international system of currency which determines the totality of life on this planet. That is the natural order of things today. That is the atomic and subatomic and galactic structure of things today. And you have meddled with the primal forces of nature. And you will atone. Am I getting through to you, Mr. Beale? Par ailleurs, il y a une autre raison pour laquelle il est essentiel de s'intéresser à la pauvreté dans les pays riches, c'est que l'ensemble du système politique mondial dépend du vote de la majorité de gens, pas d'une petite minorité d'élite. Donc il faut que on ne peut pas compter sur ce vote sans assurer des conditions de vie acceptables et dignes. Et ce qu'on a vu, ce qu'on voit se dérouler dans plusieurs pays de populisme, etc., enfin de populisme de droite, etc., c'est une conséquence aussi de ne pas avoir une vie digne. Et vous, ce que vous acharnez finalement à expliquer, c'est qu'on a assez de richesses aujourd'hui dans le monde pour faire en sorte qu'il n'y ait plus cette pauvreté et que c'est vraiment une question de redistribution des parts du gâteau et que finalement aujourd'hui, c'est vraiment un problème de répartition des richesses. Comment est-ce qu'on fait pour mieux répartir ces richesses déjà à l'échelle internationale, puisqu'on l'a dit, c'est vraiment pas du tout la dynamique. Aujourd'hui, plus ça va, plus les richesses se concentrent dans les mains de quelques-uns. Comment est-ce qu'on pourrait faire, là, politiquement, économiquement, pour lutter contre l'augmentation de ces inégalités et donc également contre la pauvreté et l'extrême pauvreté ? Oui, on a largement assez de richesses et assez de nourriture, par exemple, pour que tout le monde mange à sa faim. Dans le monde entier. Ce serait même pas particulièrement difficile. On est au largement de ce qu'il faut. Largement assez. Et d'ailleurs... même avec l'augmentation de la population. Même avec l'augmentation de la population. Et en fait, l'augmentation de la population, ça a été un sujet, ça l'est plus réellement. Parce qu'au contraire, je pense qu'on va rentrer dans un monde où le problème, ce sera plutôt une diminution de la population dans certains pays qui va commencer à poser des problèmes réels. Comme on le voit déjà commencer en Chine. Et dans les pays, même dans les pays où il y avait très forte natalité,
ces pays-là, la plupart de ces pays-là ont entamé ou bien achevé même leur transition démographique. Ouais, donc le problème, c'est pas celui la de la surpopulation, en démographie. fait, ça n'a jamais vraiment été un sujet de répartition. Ça peut y avoir d'autres sujets, mais ça n'a jamais vraiment été un sujet où il y a pas. C'est pas du tout plus on est de fous, moins il y a de riz. Il y a largement assez de nourriture pour tout le monde. Il y a assez de ressources pour tout le monde. Il y a même assez d'eau pour tout le monde aujourd'hui. Où suis-je? Où vais-je? Tous ces morts passent à travers moi. Comme c'est étrange. Je ne ressens plus rien. When we look at modern man, we have to face the fact that modern man suffers from a kind of poverty of the spirit, which stands in glaring contrast to his scientific and technological abundance. We've learned to fly the air like birds, we've learned to swim the seas like fish, and yet we haven't learned to walk the earth as brothers and sisters. Folks, we're in trouble. The whole system stinks. The whole idea of greed and profit and the exploitation of other people, it stinks. Money operates on one value system. It defines value by price. You see, no one notices what the true function of the system is. It is masked by propaganda and myth. So far as poverty is concerned, there has never in history been a more effective machine for eliminating poverty than the free enterprise system and the free market. Do we have a healthcare system? No, we don't. We have a sickness and disability care system. Is curing patients of cancer and disease a sustainable business model? Asks analysts at investment bank Goldman Sachs in an April 10th report.
Maison des Feuilles est une œuvre semblable à une matrioshka, ce système de petites poupées russes qui s'imbriquent et se cachent en elles-mêmes, jusqu'au noyau qui ne peut plus être divisé. C'est une métaphore valide pour illustrer la structure de cet ouvrage si singulier. Voici comment l'histoire vient à nous. Un Américain, apprenti tatoueur nommé Johnny, jeune chien fou à la vie dissolue, se met en quête d'une chambre à louer. Loud, son partenaire de débauche, lui parle d'un appartement qui vient de se libérer au rez-de-chaussée de son immeuble, suite à la mort de son occupant, un certain Zampano, un vieil homme aveugle qui n'avait pour compagnie que les chats du quartier. Johnny accepte et c'est ainsi qu'il récupère dans une vieille malle les quelques effets de Zampano. Dans le coffre, des centaines de pages et de documents. Johnny va devenir obsédé par cet héritage qui n'est autre qu'une thèse écrite par le défunt. Johnny découvre en effet que le précédent locataire avait passé une bonne partie de sa vie à étudier un mystérieux film documentaire. Ce que contient ce film est en quelque sorte la colonne vertébrale du récit, mais la façon qu'il a d'être raconté et décrit prend la forme d'une publication académique extrêmement sérieuse et documentée. Le récit direct du film est donc caché sous des pages d'analyse et d'extraits d'œuvres, de précisions scientifiques et culturelles, de notes de bas de page renvoyant à d'érudits ouvrages. Le livre commence par un avant-propos de Johnny qui explique comment il a trouvé la thèse de Zampano. En plus de la thèse, qui possède une mise en page universitaire presque technique, parfois austère et tortueuse, bourrée de notes et de références, on doit suivre les pensées de Johnny, qui commence à les coucher en bas de page. Et très vite, son récit déborde sur la thèse de Zampano, jusqu'à devenir un récit parallèle intercalé qui vous fait souvent perdre le fil de là où vous en étiez. Si vous cherchez à lire le livre page après page, vous vous sentirez vite totalement perdu et épuisé par cet exercice mental. C'est une des raisons qui m'avait fait lâcher le livre il y a 10 ans. J'étais rentré par la mauvaise porte. Je n'avais pas compris qu'il fallait que je fasse mon propre chemin au cœur de ces pages, que j'embrasse le désir de lâcher prise, que j'accepte d'être perdu. Ainsi, avant même de rentrer dans le cœur de l'histoire, le livre a donc déjà réussi à vous perdre, à faire le tri entre ceux qui iront au bout et ceux qui resteront à distance de la maison, déroutés par cette forme que vous ne savez plus comment prendre. Le livre comporte de multiples points d'entrée, mais aucun ne vous sera offert. Mais si vous parvenez à vous infiltrer dans cette œuvre, vous pourrez expérimenter l'un des récits de fiction horrifique moderne les plus foisonnants. Vous allez le voir, c'est une œuvre complexe à analyser, tant elle regorge de strates de lecture et d'interprétation, jusqu'à vous en donner le vertige. Mais pour en arriver là, je dois d'abord vous raconter dans le détail les événements étranges qui se déroulent dans le documentaire sur lequel porte la thèse de Zampano. Son nom, le Navidson Record. Vous connaissez Johnny et le vieux Zampano? Découvrez maintenant la famille Navidson, celle par qui les ténèbres vont s'ouvrir. Will et Karen Navidson s'installent avec leurs 2 enfants, Chad et Daisy, dans une maison aux États-Unis. Personne n'en a jamais su la géolocalisation exacte, mais on sait qu'elle est située dans un coin relativement isolé de l'État de Virginie. C'est justement de la tranquillité que vient chercher le couple en achetant cette demeure. Karen a connu une carrière à succès dans le mannequinat et Will, mari souvent absent, est devenu célèbre pour son travail de reporter photo en zone hostile. Il a notamment gagné un prix Pulitzer pour une terrible photo qui finira par le hanter, un cliché montrant un enfant mourir de faim alors qu'un vautour attend patiemment derrière lui. Navidson a pour projet de réaliser un petit film sur l'installation de sa famille dans ce lieu nouveau, et il place plusieurs caméras Hi8 à détecteur de mouvement dans presque toutes les pièces de sa maison. Le couple veut se retrouver et fuir le monde pour élever les enfants, mais comme nous le raconte Zampano dans son introduction, la famille va vivre un premier événement qui sera le déclencheur du vaste cauchemar qui les attend. Alors qu'ils rentrent d'un voyage à Seattle, Will et Karen sentent que quelque chose a changé dans la maison, comme si elle avait été visitée. Mais rien ne manque, rien ne semble avoir été déplacé. En fouillant chaque pièce, le couple trouve dans sa chambre un espace de la taille d'un placard, caché derrière une porte, apparue comme par magie. Au fond de ce réduit inconnu d'1,20 m par 1,50 m, une porte qui mène vers la chambre des enfants. Will vérifie et constate, terrifié, que les détecteurs de mouvement ne se sont pas déclenchés en leur absence. Pas de charpentier fou ou de cambrioleur. En leur absence, la demeure des Navidson était devenue quelque chose d'autre. Et sans être exactement sinistre ou même menaçant, le changement réduisait néanmoins à néant tout sentiment de sécurité ou de bien-être. Navidson décide de consulter les plans de la maison et de vérifier quelques mesures. Et c'est là que commence véritablement le documentaire.
Dans un segment nommé « Un quart de pouce », on voit Will comparer les mesures extérieures et intérieures de sa propriété, pour découvrir avec stupéfaction que la largeur intérieure de sa maison dépasse d'un quart de pouce la largeur extérieure, soit à peine plus de 6 mm. Après avoir mesuré encore et encore, espérant avoir fait une erreur, Will devient obsédé par ce minuscule écart qui ne devrait pas exister selon nos lois de la physique. Navidson décide alors de faire appel à la personne la plus proche qu'il connaisse, douée en construction de maison, à savoir son frère. Dans ce segment, Navidson et son frère Tom semblent heureux de se retrouver. Tom est ravi de venir en aide à son aîné. Malheureusement, il va vite confirmer les inquiétudes mathématiques de Navidson. Il y a bien quelque chose qui cloche.